Bonjour, vous écoutez Le Monde décrypté, le podcast d'expertise géopolitique de Gérard Vespierre. Chers auditeurs du Monde décrypté, bonjour. Gérard et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux en cette nouvelle année. Comment d'ailleurs voyez-vous cette nouvelle année, Gérard ? Eh bien, beaucoup de signes nous montrent qu'elle sera très agitée ou active, si l'on veut être plus neutre, dans ce que je décris comme étant les 4 arcs de crise du monde. Nous les suivons d'ailleurs ensemble: la mer de Chine, les frontières russes, l'arc chiite au Moyen-Orient et la bande saharo-sahélienne. Parmi ces 4 arcs de crise du monde, où vous emmenez-nous aujourd'hui ? Eh bien, je vous propose que nous partions vers les frontières russes. Non pas à l'ouest vers l'Ukraine, mais plus à l'est vers le Kazakhstan, où des révoltes inattendues se sont déroulées début janvier. Effectivement, beaucoup d'observateurs ont été surpris. Souhaitez-vous revenir sur cet effet de surprise ? Oui, tout à fait, car le Kazakhstan est un peu un Janus, un pays aux 2 visages. Il y a d'un côté le Kazakhstan, puissance économique, par ses énormes ressources énergétiques et minières. Ce Kazakhstan-là possède tout pour réussir. J'y ai d'ailleurs consacré un article paru dans la Tribune, le Kazakhstan, l'autre pays des miracles économiques, consultable sur le site lemondedécrypté.com. Et puis, il y a le Kazakhstan politico-social, où la situation est beaucoup plus contrastée, car des événements de rue se sont déjà produits ces dernières années. Certes, de faible ampleur, elles n'ont pas fait les gros titres des journaux, mais à travers les slogans utilisés, on pouvait très nettement distinguer 2 thématiques très différentes, l'une exprimant un sentiment anti-chinois et l'autre anti-régime. C'est à travers cette deuxième thématique, bien sûr, qu'il faut se pencher sur la crise actuelle. Nous allons naturellement y venir, mais avant de l'évoquer, ne voulez-vous pas nous parler quelques instants du premier visage, celui du Kazakhstan, puissance économique, en réalité celui que nous connaissons le plus ? Volontiers. En effet, depuis l'indépendance de 1991, le Kazakhstan a développé, avec les investissements occidentaux, les ressources pétrolières de la mer Caspienne, dont il est le premier bénéficiaire en surface d'exploitation. Sa production de 2 millions de barils par jour le place certes derrière les pays du Golfe, mais devant le Nigeria par exemple. Également producteur de gaz, il figure à la 8e place mondiale par ses réserves de charbon. Enfin, dans les ressources majeures, il est le premier producteur mondial d'uranium. Tout allait donc pour le mieux, avec un PIB par habitant équivalent à celui de la Chine. Y a-t-il eu une traduction politique de cette situation dans la politique étrangère du Kazakhstan, par exemple ? Le pays a-t-il suivi une politique résolument pro-russe ou plutôt équilibrée ? Excellente question, Arnaud. Le Kazakhstan ne pouvait faire abstraction de son histoire vis-à-vis de la Russie, même si le Kazakhstan a été la dernière des 15 républiques de l'Union soviétique à déclarer son indépendance le 16 décembre 1991. Le Kazakhstan a naturellement rejoint la CEI, la Communauté des États indépendants, qui regroupe actuellement 9 des 15 États ayant fait partie de l'URSS. De même, il a intégré l'Organisation du Traité de sécurité collective, l'OTSC, pendant militaire et sécuritaire de la CEI à sa création en 1992. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, vers cette organisation que le président Tokayev s'est tourné il y a quelques jours pour obtenir l'envoi de troupes, en grande partie russes, pour participer au retour de l'ordre. Mais le Kazakhstan a su exprimer rapidement son autonomie en adhérant au Partenariat pour la paix, le PPP, de l'OTAN en mai 1994, donc recherche d'équilibre.
Au préalable, peu après son indépendance, il avait adhéré en 1992 à l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Elle regroupe 50 pays, 56 pays exactement, cette organisation d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord, et elle reste la seule organisation internationale dans cette énorme configuration géopolitique. Le Kazakhstan devint même en 2010 le premier pays post-soviétique d'Asie centrale et musulman à en assumer la présidence pour une année. Tout semblait donc se dérouler sous les meilleurs auspices, tant d'un point de vue économique que d'équilibrage politique, tout au moins concernant la politique extérieure. Oui, mais un tournant est intervenu en 2015 avec la forte chute du prix du pétrole qui est tombé de son sommet de 110 dollars le baril et qui, depuis ces 7 dernières années, n'y est plus jamais revenu. Vous notez donc une rupture de la courbe de croissance économique et vous la datez de cette année 2015. Oui, absolument. Et ce basculement s'est fait dans une situation peu équilibrée socialement. Dans un pays avec une forte concentration du pouvoir politique, un président en place pendant 27 ans et une absence d'opposition, il y a en parallèle une forte concentration du pouvoir économique. La richesse énergétique n'a pas été diffusée à l'ensemble de la population, elle est restée aux mains de quelques-uns des membres de la famille du président, par exemple. En plus, la Russie, qui était le premier partenaire économique, a subi le même déclin de croissance, toujours à cause de la chute du prix du baril. Donc, le premier partenaire, la Russie, n'a pu jouer aucun rôle de compensation, même au contraire. Que voulez-vous dire par là, Gérard ? Je veux dire que le ralentissement de l'économie russe sur cette longue période des 5 dernières années a provoqué un retour de la main-d'œuvre kazakh qui était partie trouver du travail en Russie. Donc, la crise russe a augmenté la crise kazakh. Elle supprimait la réception au Kazakhstan d'une partie des salaires gagnés par ses concitoyens kazakhs travaillant en Russie. Rentrant au pays, ces derniers n'ont pas toujours été à même de retrouver du travail. Donc, baisse du revenu des familles et accroissement du chômage au Kazakhstan. Vous voyez ainsi apparaître très clairement le cadre du mécontentement social avec une crise qui s'intensifie avec le temps. Des manifestations de quelques centaines de personnes, ce qui est faible, mais il faut prendre en compte l'importance des forces de sécurité, ont eu lieu en 2019 et 2020 à l'appel de partis d'opposition démocratique. Et il est toujours intéressant de s'intéresser aux slogans qui sont scandés, car ils nous fournissent de précieuses clés pour comprendre les causes du mécontentement. On a pu entendre « Réveille-toi, Kazakhstan », le Kazakhstan sans les Nazarbayev et république parlementaire. Donc, l'expression d'un sentiment national, « Réveille-toi, Kazakhstan », et une critique du système autoritaire non démocratique représenté par l'ancien président Nazarbayev, même après son départ du pouvoir au début 2019. Vous nous dites donc très clairement que les manifestations violentes qui viennent de se dérouler dans plusieurs villes ne relèvent pas d'une génération spontanée, mais qu'elles sont à relier à un terrain économique et social. Oui, 2 fois oui. Il y avait un terrain favorable et comme pour toute explosion, il y a eu un élément déclencheur. Ce dernier est survenu sous la forme d'une décision du gouvernement de doubler du jour au lendemain le prix du GNL, très utilisé au Kazakhstan comme carburant automobile. Cette mesure touchait donc immédiatement un grand nombre de personnes dans une situation économique et sociale difficile sans qu'il y ait la moindre explication. Donc typiquement une situation de type « nous, le pouvoir, nous décidons et vous, le peuple, vous obéissez immédiatement ». Ainsi, avec l'antériorité des éléments économiques et sociaux que nous avons parcourus ensemble,
le résultat obtenu était hautement probable. Même si vous nous dites que cette explosion était dans ces conditions inévitables, y aurait-il des éléments sur lesquels vous souhaiteriez attirer notre attention ? Très certainement, et des éléments qui posent problème, tant dans l'identification des forces qui ont agi au sein de ces manifestations que dans les conséquences pour le futur. Il y a eu au moins 164 morts, dont 103 à Almaty. Plus de 6000 personnes ont été arrêtées et 125 enquêtes ouvertes sur les émeutes, a également indiqué le ministère de l'Intérieur. Donc, par rapport aux manifestations antérieures que nous venons d'évoquer, il y a 3 éléments nouveaux. Le nombre de villes qui ont été impliquées par ces émeutes, le niveau de violence et l'apparition d'émeutiers armés, et troisièmement, des forces de police se rendant aux manifestants. Des manifestations ont eu lieu en dehors de la capitale et dans la capitale, et cela est un fait nouveau, révélateur d'une ampleur de la contestation. Deuxièmement, le niveau de violence évoqué et l'emploi d'armes à feu par les manifestants indiquent un niveau d'organisation et de volonté inconnu jusqu'à présent. Enfin, il faut noter une connivence qui est apparue entre les forces de l'ordre et les manifestants, même si ça a été dans de très faibles proportions, ce qui traduit un fort niveau d'insatisfaction transversale, c'est-à-dire aussi bien dans la population que dans les forces de l'ordre destinées à protéger le pouvoir. 2 populations dont les intérêts se sont retrouvés convergents. Face à cette situation que vous décrivez comme totalement inédite, comment le pouvoir a-t-il réagi ? Eh bien, il a réagi à 3 niveaux, à celui du maintien de l'ordre, ensuite au niveau politique et troisièmement au point de vue sécuritaire dans le cadre de son alliance internationale principale. Donc, répression dans la rue, premièrement, avec l'ordre de tirer contre les manifestants, donc le maintien à très court terme immédiatement de l'ordre dans la rue et dans le pays. Deuxièmement, un remaniement dans les cercles du pouvoir. Et troisièmement, appel à des forces militaires extérieures dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective. Donc, la répression dans la rue, c'est le très court terme. Le remaniement, donc, des missions du gouvernement, c'est un règlement de compte avec les cercles de l'ancien président, et là, il y a question. Et troisièmement, donc, l'action militaire, l'intervention militaire extérieure, qui est une sorte d'aval international des décisions et du pouvoir en place. Cette situation inattendue et inédite est forcément porteuse de conséquences. Quelles sont celles que vous anticipez et qui apparaissent à vos yeux comme les plus importantes ? À grands traits, il y a 2 grandes familles de conséquences, celle concernant le pays lui-même et deuxièmement celle liée au domaine international impliquant en premier lieu la Russie, bien sûr. Les conséquences intérieures sont nombreuses sur le plan politique et sociétal. Dans le domaine politique, on a assisté, si je puis dire, à la prise du pouvoir par le président en place. Total paradoxe, me direz-vous. Mais il y a 2 ans, le pouvoir a été véritablement donné à M. Tokayev par le président Nazarbayev. Ce dernier ex-président, se faisant habilement nommer président du Conseil de sécurité, ce qui, dans un pouvoir autoritaire, est un poste de toute puissance. Nazarbayev, président sortant, gardait de formidables leviers de pouvoir. Au cours de ces événements que nous venons de vivre, eh bien, Tokayev, nouveau président, a non seulement renvoyé le gouvernement, mais également démis l'ancien président Nazarbayev de cette présidence du Conseil de sécurité, lui retirant ainsi les leviers de pouvoir et de forte influence qu'il avait gardés. Et l'affirmation de prise de pouvoir ou d'affirmation de pouvoir par
Tokayev ne s'arrête pas là. Il a en effet également démis de ses fonctions le chef des services de renseignement, Massimov, qui avait été Premier ministre de, devinez, l'ancien président Nazarbayev. Le président en place a ainsi éliminé du pouvoir les relais de l'ancien président. Plus, même, il a également démis de ses fonctions le conseiller de Massimov, qui n'est rien de moins que le neveu de l'ancien président Nazarbayev. On peut que constater le total emboîtement des pièces du puzzle politique kazakh. Ces événements ont été soit le cadre, soit l'occasion pour le nouveau et récent président Tokayev d'asseoir la réalité de son pouvoir et celui de ses amis, bien sûr. Il y a même des hypothèses tentantes. Que voulez-vous dire par là, Gérard? Eh bien, les armes sont sorties du côté des manifestants, n'est-ce pas? L'ancien président et ses équipes, se voyant en passe d'être rejetés du pouvoir, n'ont-elles pas été tentées de jouer le tout pour le tout? Nous le serons peut-être un jour et nous ne le serons peut-être jamais. Voyez-vous d'autres conséquences intérieures? Eh bien, le Kazakhstan avait du mal à se diriger vers un pouvoir, si ce n'est vraiment démocratique, en tout cas plus démocratique. Cette dure répression, avec plus de 6000 arrestations et des dizaines de morts, va considérablement faire reculer la demande de plus de démocratie. Sur le plan sociétal, les conséquences pourraient se révéler à terme très négatives pour le pouvoir. En effet, la violence de la répression crée en quelque sorte un réflexe de rapprochement et de solidarité, donc solidifie l'opposition contre ce pouvoir. Opposition certes muette et muselée. Comme je l'ai cité, les membres des forces de l'ordre ont rejoint les manifestants avant la féroce répression. Cette dernière pourrait être porteuse également d'une réprobation, bien sûr, également muette à l'intérieur des forces de l'ordre. Le pouvoir a donc indiscutablement gagné à très court terme, mais il se dirige sans doute vers un futur plus difficile. Le silence va régner au Kazakhstan, mais la réprobation contre le régime va s'amplifier souterrainement, certes, mais s'amplifier quand même. Un couvercle sur une marmite n'empêche pas la marmite de bouillir plus fort. Si je comprends bien, vous souhaitez conclure votre analyse en évoquant les conséquences internationales de cette crise. C'est en effet le point qu'il nous reste à aborder. La décision du président Tokayev de demander l'intervention des forces de l'OTSC a en effet internationalisé le conflit. L'arrivée de 3000 soldats, en majorité russes, destinés en premier objectif à la sécurisation des lieux de pouvoir. Donc cette opération est une nouvelle projection de forces russes après la Géorgie, la Syrie, l'Ukraine, l'Arménie, donc projection en dehors des frontières, donc une consolidation de l'image de puissance tant recherchée par le Kremlin. Mais là, nous voyons la surface des choses. Mais le plus important, est-ce la surface ou la profondeur des choses? En profondeur, des pays dans l'immédiat pourtour de la Russie, où la population s'est enflammée ou bouillonne contre des pouvoirs soutenus par Moscou. Donc, voyez-vous, en Ukraine, en Biélorussie, le Kazakhstan maintenant, un bouillonnement s'installe sur les frontières de la Russie. Autant de foyers qui pourraient éventuellement un jour créer un foyer en Russie même. Certes, il y a en place en Russie un incroyable système répressif, mais la détérioration des conditions économiques et sociales est à l'œuvre depuis le retournement économique de 2014 et la baisse du prix du baril de pétrole.
Dans les années à venir, c'est la consommation du pétrole qui, elle, va baisser. Le Kremlin peut sentir qu'il entame une course contre le temps. Son intervention au Kazakhstan est certes destinée à fortifier le pouvoir autoritaire en place, mais elle est aussi destinée à acheter du temps. La décennie 2020 n'a pas fini de nous surprendre. De Minsk à Moscou, en passant par le Kazakhstan. Merci Gérard pour cette passionnante plongée dans l'univers politique et géopolitique du Kazakhstan. Nous aurons assurément à en reparler. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interventions de Gérard Vespierre sur les théâtres géopolitiques du monde sur son site www.le-monde-décrypté.com ou sur la chaîne YouTube lemondedécrypté.tv. Les abonnements y sont gratuits. À bientôt pour de nouveaux décryptages. D'ici là, prenez bien soin de vous.